bienvenue dans Version française, l'exercice de style le plus chic de la planète, avec le meilleur de la mode, du design, de la gastronomie, de la création, de l'artisanat et de l'art de vivre, en version très originale et 100% française. Le détail chic, c'est le bouton de manchette. En verre, en métal, en cuir, il y en a pour tous les goûts. Dans la famille Putman, je voudrais la fille. Découverte d'un portrait inspirant, celui de la designer Olivia Putman. Envie de se faire une toile dans la capitale? On vous emmène faire une balade pour cinéphiles. C'est Paris Cinéma. Des montres, des lunettes, du plexi, du béton et plein d'autres choses se retrouvent dans les ateliers de Dimitri Samal. La sélection de tout ce qui est arty, cozy, Frenchy en version française, c'est tout vu, c'est point de vue. Les épiceries fines fleurissent depuis quelques années. Ici, pas de rutabaga ni topinambour. Native Delicatessen propose miel de Laponie, viande de renne, sirop de cèdre ou encore savon de fenouil de mer. On vous jure que ça existe. De quoi constituer un kit de survie gourmet expérimental ou simplement d'épater vos amis lors de vos apéros. Si votre entourage vous appelle Oncle Picsou, ce lieu est fait pour vous. La monnaie de Paris frappe depuis 864 pièces et autres médailles françaises dans ses ateliers de Pessac. À Paris, vous pourrez suivre un parcours initiatique pour découvrir pourquoi et comment sont fabriquées les pièces les plus bling-bling d'une incroyable collection. Ce bimestriel aux couvertures pop et colorées, c'est Flow. Irène et Astrid, ses créatrices, en avaient marre de la presse féminine qui nous explique comment être une parfaite housewife ou comment choisir le maillot idéal. Ici, jolies illustrations, slow life et psychologie positive sont les maîtres mots de ce magazine. Les bougies d'Adieu ma jolie ne sont pas d'énièmes bougies parfumées. Ce sont de véritables petites sculptures de cire. Monsieur ou madame, ces deux silhouettes au ventre et aux fesses rebondies sont bien loin des silhouettes maigrelettes des podiums. Les plus téméraires les allumeront, les autres les exposeront dans leur salon. De quoi vous faire fondre. Rien de plus raffiné que les boutons de manchette. Vous trouvez ça un peu vieillot? Détrompez-vous, zoom sur les créations chic ou décalées de Samuel Gassman. Focus aujourd'hui sur les boutons de manchette. Le plus petit élément du vestiaire masculin n'est pas réservé aux avocats, aux dandys ou aux témoins du marié. Il est une ponctuation raffinée pour la tenue d'un homme, une petite touche discrète qui fascine l'artisan designer Samuel Gassman. Ce qui m'a amusé, c'est que le bouton de manchette, petit à petit, plus personne n'en porte. Il a tellement été utilisé et vidé de son sens que c'était comme une page blanche à pouvoir investir librement. Étudiant en histoire de l'art, commissaire d'exposition, réalisateur pour Arte, ce jeune enthousiaste a traîné toute sa jeunesse dans les musées parisiens et lorsqu'il se lance dans cette folle aventure, rien n'est laissé au hasard. Dès le début, je me suis dit, quelle pourrait être la forme parfaite et les matières précises à utiliser pour des temporalités particulières. Donc pour le jour, un bouton de chemise, il est en nacre franche. Pour le soir, il est en nacre grise. Je souhaitais que le lien soit rigide pour que les deux parties soient belles. Et je pense que c'est parce que c'est très contraint que je suis complètement libre à l'intérieur. Une liberté qui vient aussi de sa double casquette. Designer la nuit, artisan le jour, c'est la rengaine de Samuel. La partie design, comme je dors pas beaucoup, surtout avec ma fille en ce moment, je rumine. J'essaye de créer des objets qui sortent du bouton de manchette. Alors, c'est pas parce que je pense que personne ne porte des boutons de manchette, c'est parce que j'aime bien jouer, ouais. Le jeu, c'était justement le thème que ce créateur original s'était imposé pour 2016. J'ai créé un jeu de dada. Il y a l'équipe des rouges, des jaunes, des verts et des bleus. Je le vends avec des dés et on peut jouer aux petits chevaux. Et si on souhaite, on peut aussi les utiliser en bouton de manchette. Chaque histoire est le fruit d'une recherche artistique et d'un point de vue très personnel, et souvent pas dénué d'humour. Là, je fais Adam et Ève, alors je me suis dit, Giotto, qu'est-ce qu'il a fait? Giorgione, un machin, et puis j'ai essayé de voir dans l'histoire de l'art quel Adam serait joli ou un peu cool, et quelle Ève serait un peu moins, etc. Donc c'est vrai que toutes mes références, à chaque fois, c'est l'histoire de l'art. Pour un autodidacte comme Samuel, le bouton de manchette est également un excellent prétexte pour apprendre des techniques artisanales très différentes. Vraiment, mon quotidien, c'est le polissage. Et puis après,
Ici, je fais de l'émail, de la feuille d'or. Là, j'ai fait du gainage, je fais de la soudure. Chaque matière que j'utilise m'amène à rencontrer, a priori, des nouveaux fournisseurs. Je ne suis pas un ayatollah du Made in France à tout prix. J'essaye plus de trouver le spécialiste de la matière pour essayer de proposer une qualité exemplaire. C'est ainsi que pour sa collection 2017 sur le thème du corps, il toque à la porte de ses voisins. Pour les artisans de Maison Fée, le cuir n'a plus de secret. Notre créateur de boutons de manchette a pu trouver ici la peau idéale pour son minuscule ouvrage et des conseils d'artisans qui n'ont pas de prix. Notre chance quand même, et on peut le dire et on doit le dire, c'est à Paris d'avoir des milliers d'artisans incroyablement haut de gamme. Et mine de rien, ouverts d'esprit, accueillants et qui sont prêts à transmettre. L'atelier de notre artisan poète se trouve au cœur de ce qu'on appelle la pépinière. Dans les murs de l'INMA et juste au-dessus du viaduc des Arts, dans le 12e arrondissement de Paris, 5 artisans ont été élus et créés sous la bienveillance des ateliers de Paris. Ici, décloisonnement et partage sont les maîtres mots de ce vivre ensemble. Il y a la satisfaction de l'objet et puis, en ce qui me concerne, de temps en temps, le voir au bon marché, le voir chez Barneys ou au Japon, au Mexique, un peu partout dans le monde, et de se dire ces petits objets qui sont sortis de ma tête, qui sont passés par mes mains et qui finissent aux 4 coins du monde, il y a un truc très apaisant. 2 fois par an, lorsque l'atelier de Samuel se transforme en showroom, les visiteurs touchent du doigt la notion de métier d'art. Matière, technique et gestes disparaissent pour laisser place à des pièces uniques. Adeptes de slow-wear et de luxe discret découvrent l'univers de Samuel Gassman. Le design se transmet de génération en génération dans la famille Putman, découvert du style personnel et épuré de la fille de la famille, portrait d'Olivia. Olivia Putman est de ces femmes déterminées et difficilement influençables. Jeune esthète underground dans les années 80, elle reprend en 2007 la tête du studio de sa mère, André Putman, designer et architecte d'intérieur. La directrice de la FIAC, Jennifer Flay, a suivi son parcours depuis ses plus tendres années. Chez Olivia, il y a une sorte de lumière qui se dégage. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. J'étais fascinée en fait par la précision de son regard, par la justesse. Elle a le regard Putman, et elle, le style Putman, elle l'incarne complètement. Les lignes épurées, les détails raffinés sont signés Olivia Putman, mais chaque création est aussi pensée à l'image de son commanditaire. Alors chaque projet a une histoire, ça démarre toujours par une conversation, un échange, et c'est vraiment à partir de cet échange qu'on va construire une première proposition en essayant de comprendre ce qu'il ne nous dit pas toujours, enfin voilà, en essayant d'aller au plus proche de ses désirs. Moi, ce que j'aime, c'est aussi les moments d'inspiration qui se passent en dehors du bureau, et en fait, ils sont très très nombreux, et l'inspiration principale est plutôt dans la vie, en fait, qu'attablée à son bureau de manière laborieuse, mais on finit toujours par s'y retrouver avec un grand bonheur, parce que je fais des petits croquis, je fais des choses qui font qu'ensuite je m'applique à les rendre plus traductibles par mes équipes qui vont eux-mêmes les traduire en 3D, en plan, et là on va aborder les choses sérieuses. Depuis presque 10 ans, Olivia Putman et son équipe continuent d'écrire l'histoire de l'agence et les projets d'envergure se succèdent. On a la chance au studio de travailler sur beaucoup de projets qui offrent une grande diversité. C'est un luxe fou parce qu'on passe d'un sujet très particulier. On va pouvoir vraiment obtenir des pièces remarquables liées aux artisanats d'art. Et ça va aller aussi à travailler sur des projets d'architecture. On a fait des hôtels, on fait des résidences privées.
Olivia Putman et son équipe ont ainsi conçu des objets iconiques. Pour Lalique, ce lustre est le fruit d'un dialogue complexe entre le cristal et la lumière LED. La série Jour de fête offre des luminaires originaux et un travail du bronze minutieux. Olivia Putman a également eu l'occasion d'éditer une version collector d'une bouteille emblématique de la maison Nina Ricci. Pour moi, c'est une bouteille intouchable, donc j'ai juste recerné en fait le dessin et amené cette couleur qui lui donne un élan particulier. Côté architecture, l'ambition de ce studio renommé n'est pas en reste. Olivia a adoré créer ses lounges VIP pour une compagnie aérienne sud-américaine ou dessiner cette salle de bain exubérante pour la suite d'un hôtel parisien. Je suis attachée plutôt à tous mes projets, mais les premiers sont un peu les premiers où on m'a fait confiance, donc c'est sentimental. La prouesse d'un designer, c'est aussi de savoir s'entourer. Elle se rend régulièrement dans ses manufactures sans âge, à la recherche de savoir-faire singulier. Dans l'atelier des métalliers champenois, le travail de ces artisans force l'admiration. C'est merveilleux le jour où on découvre la pièce finie. Il y a toujours des petits détails, hein. C'est pas la première visite, mais des petits détails à reprendre. Cette console, je l'ai aussi imaginée avec cette boîte en ébène de Macassar. Et aujourd'hui, la découvrir complète, n'avoir plus qu'à s'interroger sur ce petit lien, en fait, qui est un détail, mais tous les détails comptent, et celui-là compte beaucoup. C'est des moments très, très excitants, des moments où on peut être fier. Le fait qu'Olivia travaille si près avec les artisans d'art, finalement, ça paraît comme une suite tout à fait logique de sa connaissance de l'artiste dans son travail, de l'artiste avec ses matériaux. Une des batailles de cette femme accomplie, c'est de sensibiliser le grand public à la fragilité de ces métiers. Olivia en est certaine, les designers ont une grande responsabilité dans la pérennisation de ces savoir-faire. Et elle entend bien s'engager sur ce terrain-là encore longtemps. Olivia Putman, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. On ne va pas vous poser la question que tout le monde vous pose, comment on perpétue le style Putman, mais plutôt comment êtes-vous arrivé jusqu'au studio Putman? Oh, par des multiples aventures, mais avant tout plusieurs vies professionnelles, ce qui a donné un vrai sens quand je suis arrivée ici, puisque j'ai été paysagiste et avant j'ai monté une association pour récupérer des endroits désaffectés que je transformais en atelier d'artistes. Donc plusieurs vies m'ont un jour amenée ici. Alors en 2007, vous êtes arrivé au studio Putman et là, paf, le premier chantier, comment ça se passe? On a peur, on est ravis qu'on ne nous dise pas « écoutez, je ne vais pas rencontrer André, donc finalement je vais appeler quelqu'un d'autre aussi ». Ce qui est merveilleux, c'est que je me suis sentie très très bien et très à ma place. Et j'ai compris que tout ce que j'avais fait précédemment avait un vrai rôle. J'en garde des très très bons souvenirs en fait de mes premiers chantiers, des premiers moments où on m'a fait confiance. Et c'est de la qualité des échanges là. Mais ça rappelle beaucoup beaucoup de souvenirs. Olivia, forcément, vous travaillez avec beaucoup de marques, vous sortez en design de produits très différents, aussi bien des flacons de parfum que des meubles. Vous êtes toujours à l'écoute de ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est toujours facile de traduire ce que l'autre attend de vous? Alors moi, j'aime beaucoup travailler pour des marques et m'immerger dans l'ADN d'une marque. C'est ce que j'ai fait avec Lalique, par exemple, quand j'ai fait toute cette collection de luminaires. C'est ce que je fais aussi avec Christophe, puisqu'on est en train de décliner l'anneau Vertigo avec des diamants, des tas de choses. Donc c'est un challenge, c'est un brief en fait qui est intéressant. Vous dites souvent que vous aimeriez que le design soit accessible. Quelque part, il y a une réalité économique aussi qui fait qu'il est accessible à une certaine partie de personnes. C'est important l'idée de ce design accessible à tous. J'ai eu la chance de faire une collection pour Made.com. Donc là, c'était ma petite partie design accessible. J'ai fait une tasse pour Nespresso aussi et que j'ai pu recroiser parce que ce qui est merveilleux quand on dessine des objets, c'est de pouvoir les croiser sur sa route par hasard. Mais ça devient le cas. C'est-à-dire qu'on trouve vraiment beaucoup de choses
dans des tas de petites enseignes. L'important, c'est de savoir mélanger les choses. Olivia, une commande idéale, ça serait quoi? Alors j'avais répondu un yacht, c'est fait. Toute commande est assez idéale à partir du moment où on a le sentiment qu'on vous fait confiance, que la qualité des échanges va être respectueuse, que... Elles sont toutes idéales. Oui. Du moment que c'est une bonne commande. Voilà, exactement. Et si demain vous aviez par hasard une journée de libre, qu'est-ce que vous feriez? J'irais me promener. Moi, je suis une vraie Parisienne. J'ai jamais assez de temps pour marcher, pour... Oui, dans Paris. Ah oui, moi, je me promènerais dans Paris. Regarder pour croiser une conversation et voir des amis, des amis, des amis. Vous avez Voilà. raison. Merci Olivia. Je vous en prie. Le cinéma s'étudie, le cinéma se regarde, le cinéma se mange. Si, on vous assure. Partez à la conquête de l'Hollywood parisien avec ce parcours dédié aux cinéphiles. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré en quête d'un Paris cinéphile. Ambiance frères lumière, popcorn et projecteur, silence plateau, action. Pour commencer notre promenade, quoi de mieux que de se rendre dans un véritable temple cinéphile, la Cinémathèque française. La Cinémathèque française, c'est une institution pionnière qui a été fondée en 1936 par un génie qui s'appelle Henri Langlois, qui s'est dit le premier, les livres, on les conserve dans des bibliothèques, les peintures, on les conserve dans des musées, et les films, où est-ce qu'on va les conserver? À une époque où on recycle les bobines de films muets à cause de l'avènement du cinéma parlant, le cinéphile qu'est Henri Langlois décide de se battre pour conserver la mémoire du 7e art. Aujourd'hui encore, c'est la mission de ce lieu. L'objet de la Cinémathèque française, c'est conserver la mémoire du cinéma et propager la connaissance et l'amour du cinéma en France et partout dans le monde. À la manière d'un croisement entre le Louvre et la Bibliothèque nationale, la Cinémathèque détient la plus grande collection d'objets sur le cinéma. Plus d'1 million de photos, 3000 costumes, 10 000 appareils, une vraie caverne d'Ali Baba dont le musée se fait la vitrine. Trouvez ici les premières affiches de cinéma, les ancêtres des caméras, les costumes de Gérard Depardieu dans Cyrano ou encore le robot de Métropolis. Mais au-delà du musée, la Cinémathèque propose tout un tas d'activités. La Cinémathèque française, c'est un monde de cinéma où on peut passer un jour, une semaine, une vie. Parce que aussi bien du matin jusqu'au soir, il y a toujours quelque chose à faire à la Cinémathèque française. Voir un film, visiter une exposition, suivre un atelier pédagogique, boire un verre ou acheter un livre. Salle de cinéma pour projection quotidienne, exposition, atelier pédagogique, bibliothèque, librairie et restaurant. Voilà de quoi faire de vous un cinéphile aguerri. Après ce moment très instructif, que diriez-vous d'une pause gourmande? Et qui dit cinéma, dit popcorn. Ça tombe bien, My Crazy Pop propose un assortiment de popcorn de toutes les couleurs et toutes les saveurs. Christelle Leflève a lancé ce concept après un voyage aux États-Unis, constatant que le popcorn pouvait être un vrai produit gourmand et que cette approche n'existait pas vraiment en Europe. Mais attention, pas question de faire cela à l'américaine, on parle bien d'un popcorn à la française. C'est vraiment un popcorn en fait qu'on a essayé de revoir avec des normes en fait alimentaires, culinaires, gourmandes en fait françaises. Le popcorn est éclaté sans huile à partir du maïs mushroom, un type de maïs plus consistant et plus agréable que celui des popcorns classiques. Côté saveur, tout est naturel également. On travaille uniquement avec des produits naturels, des produits bruts, des produits qui sont sans colorants, sans adjuvants, sans conservateurs. Moi, je m'attache vraiment à trouver cette culture française en fait de la gastronomie et retrouver ses valeurs et ses goûts. Et ses goûts, parlons-en. My Crazy Pop propose plus d'une quarantaine de saveurs sucrées et salées, parmi lesquelles parmesan, poivron cumin, truffe, pesto, chorizo, vanille, framboise et des incontournables comme le caramel beurre salé. Et oui, le popcorn peut être gourmand et gourmet pour grignoter comme pour agrémenter nos plats. Pour finir, direction l'un des plus anciens cinémas de Paris. Envie de vous faire une toile dans un cadre inattendu? Bienvenue au Luxor. Véritable institution à l'architecture très particulière et à l'histoire pleine de rebondissements, ce cinéma est né en 1921 et connaîtra un grand succès avant d'être transformé en boîte de nuit et de fermer dans les années 80. Le cinéma fermera en 1983. Ensuite, le cinéma va rester fermé 30 ans et va énormément se détériorer. La façade, l'intérieur, il reste presque plus rien du Luxor d'origine. Car le Luxor, c'est aussi l'histoire d'un sauvetage, celui d'associations du quartier qui se sont battues pour que la salle réouvre.
La ville de Paris la rachète en 2003 et mènera de nombreux travaux jusqu'à sa réouverture en 2013. Aujourd'hui, le cinéma est constitué de 3 salles. La salle principale est inspirée de l'esprit néo-égyptien du cinéma originel, pour un ensemble un peu kitsch, mais très impressionnant. Pourtant, malgré son allure majestueuse, l'ambition du Luxor, c'est sobrement d'être un bon cinéma de quartier. C'est un cinéma à réalisser d'exclusivité, on est un cinéma de quartier. Il y a pas mal d'événements, il y a beaucoup de réalisateurs qui viennent, il y a une université populaire, il y a un ciné-club, on fait un travail très important en direction du jeune public. Le cinéma garde quelques vestiges de son passé tumultueux, à l'image de son écran d'origine. Mais il compte surtout aujourd'hui remplir son rôle de cinéma de proximité, comme pour rendre l'appareil au quartier qui s'est tant battu pour lui. Et voilà, c'est l'heure du clap de fin pour notre promenade cinéphile. Ronde ou rectangulaire, non merci. Ici, les lunettes du créateur Dimitri Samal sont multifacettes architecturales, pixelisées, bref, surprenantes. Préparez-vous à en prendre plein la vue. Henri et Dimitri avaient tous deux la même envie d'indépendance. Henri sort d'une école de commerce et a travaillé dans la mode au sein de 2 grands groupes français. Dimitri est un designer automobile biélorusse venu travailler en France. Et il dessine tout le temps, dans son travail, mais aussi à côté. Un jour, il partage l'un de ses travaux, une paire de lunettes encore au stade du dessin 3D. L'aventure a commencé par cette paire de lunettes que je suis en train de porter, qui a suscité un tel engouement sur Internet, de gens qui voulaient l'acheter, que Dimitri s'est décidé à trouver un fabricant en France et à la commercialiser. Ce modèle s'inspire d'une esthétique pixel et jeux vidéo des années 80. Le reste des créations de la marque est également dans une esthétique très graphique, géométrique et rétro-futuriste. Les inspirations sont nombreuses, notamment urbaines et architecturales. Je suis né à l'Union soviétique, donc je porte en moi cet esprit de constructivisme russe. Et j'ai comme règle de garder avec moi toujours un carnet de dessin. Ce carnet de dessin, Dimitri dépose continuellement de nouveaux croquis. Certains donneront quelque chose, d'autres non, d'autres surgiront quelques mois plus tard. Le credo chez Samal Design, c'est pas de limite. On lance des produits tels que Dimitri les dessine, sans se demander si c'est Faisable. On se pose plus la question du dessin, du design. Après, on a des réponses des fournisseurs. Souvent, dans un premier temps, c'est « aïe, on n'est pas sûr ». Dans un deuxième temps, c'est « on va voir ». Et parfois, il y a un troisième temps, voilà, où on voit et finalement, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et non seulement il tente des formes et des designs insolites, mais expérimente aussi côté matériaux. Tenez-vous bien, ces verres de lunettes sont couverts d'une fine pellicule d'or. Et cette montre est composée de béton. On a trouvé un fournisseur français qui d'habitude crée d'énormes objets, des meubles en béton armé. Donc pour lui, c'était un véritable défi. Or, toutes ces audaces ont commencé avec une fascination pour les lunettes. Chaque croquis de voiture, je commençais par les phares. Et donc les phares, pour moi, en fait, c'est comme des yeux de voiture. On peut donner l'aspect agressif ou gentil. Donc c'est comme ça, avec les lunettes, j'essaie d'habiller les visages des gens. Un regard aussi percutant que celui d'une Mercedes, ça en jette. Mais ne prenez pas peur, le but des lunettes Samal, c'est bien d'être porté par des humains, et le plus possible. On aimerait en fait que ça s'adresse à tout le monde. On ne cherche pas du tout, on ne veut pas faire un produit de niche. Et il n'y a pas que le design qui compte. En contact direct avec leurs clients lors des salons, ils peuvent sans cesse améliorer leurs produits, notamment en termes de confort et de légèreté. Dimitri a toujours été attiré par la France et aujourd'hui, il travaille avec la fine fleur de la lunetterie, basée dans le Jura. On apprécie beaucoup nos fournisseurs parce qu'ils sont, comme nous, les gens passionnés qui aiment aussi développer des choses qui n'ont jamais été faites. Après le dessin, une simulation 3D leur est envoyée. Puis ce sont des allers-retours de prototypes jusqu'à trouver le bon. On a des échanges à la fois de prototypes et à la fois on se déplace aussi sur place pour régler les derniers problèmes techniques. Et enfin choisir matière, couleur, finition et type de verre. Et ainsi, depuis 3 ans, ils ont élaboré leurs 3 familles de lunettes, les pixels, les intersections, faits de croisements de formes géométriques, et les urbaines, inspirées d'architecture ou de décors urbains comme des vitraux, plans de rue ou poutrelles métalliques. Ces 3 grands thèmes sont sans cesse retravaillés pour aboutir à de nouveaux modèles, nourris par des idées neuves et les retours des clients. Les 3, encore plus redessiner le nez. D'accord.
peut essayer. Il faut voir ça. Qu'est-ce que ça donne en 3D? Après les lunettes, ils ont donc développé d'autres accessoires. Montres, bijoux et nœuds papes en acétate, tous reprennent une esthétique commune et permettent des jeux de correspondance. Autre point commun, la signature de Dimitri qui prend la forme de son empreinte digitale. Encouragé par la reconnaissance de la profession, il compte bien laisser traîner ses doigts et ses crayons sur de nouveaux projets, encore un bon bout de temps. Version française est déjà finie pour cette semaine. On revient très vite et avec style. Bye!